Alors la question est pleine de présupposés parce qu'il faudrait justement qu'il y ait eu des réformes en France. Et il y en a eu très peu, c'est bien la question, c'est-à-dire que j'aurais beaucoup de mal à vous donner un discours de réforme réussi depuis 30 ans, pour la bonne raison qu'il n'y a pas eu ou guère eu de réforme depuis 30 ans. Donc on va revenir un peu plus loin en tant qu'historien, mais je prends un exemple qui est intéressant pour la suite, c'est, je pense au discours du général de Gaulle en septembre 62, quand il va annoncer l'élection du président de la République au suffrage universel. Ça me semble un exemple d'actualité. Et là, on a un exemple de discours quasi parfait. Et justement, ce genre d'exemple, on attend qu'il se renouvelle. Quant au discours raté, alors justement, la liste est tellement longue que je ne sais pas par où commencer. Particulièrement mauvais a été l'annonce par Dominique de Villepin du contrat nouvelle embauche, dont beaucoup de jeunes de l'époque se souviennent. Personne n'avait compris la différence entre nouvelle embauche, première embauche, etc. C'était très très confus. Et la motivation était peu claire. Et puis on a eu l'exemple récent évidemment de la loi El Khomri, non annoncée, mal annoncée, qui a eu des conséquences que l'on sait, un discours mauvais, même si Myriam El Khomri a fait elle-même un assez bon discours à l'Assemblée, l'ensemble de la communication rhétorique a été mauvaise. Ah, la question était un peu inévitable, hein, je crois, dans les temps que nous vivons. Moi, je suis toujours un peu embarrassé déjà avec cette expression. On a l'air de découvrir un peu quelque chose qui, évidemment, s'est intensifié avec les réseaux sociaux, mais qui est quand même, finalement, une vieille histoire. Moi, je me souviens, dans ma jeunesse, par exemple, la post-vérité régnait déjà. C'est-à-dire que, penser à une chose très simple, l'existence du goulag, le négationnisme de l'Holocauste. Dans les années 80, ça faisait florès. Et rappelez-vous de toutes les dénégations, les fosses de Katyn dues aux nazis. Pendant des décennies, on a dit que c'était les nazis qui avaient massacré les Polonais. Bon, donc vous voyez, la post-vérité, à mon avis, est une chose aussi vieille que le monde et en tout cas que la démocratie. Pensez au combat de Socrate contre les sophistes. Il se battait déjà contre la post-vérité des sophistes. Voilà, donc ça c'est mon côté un peu historien, pardon, mais de rappeler qu'il y a une histoire longue de la post-vérité. Que dire donc il faut justement appliquer les vieilles recettes qu'on a un peu oubliées, c'est-à-dire commencer soi-même par être un modèle de vérité. Or, je remarque que beaucoup de gens qui combattent la post-vérité combattent la post-vérité des autres. Eh bien, je vous remercie de cette question parce que on a presque pu commencer d'ailleurs par là, parce que c'est l'image de la rhétorique qui est en cause et qui est en jeu dans cette question. La rhétorique, elle a mauvaise presse. Et la mauvaise presse, d'ailleurs, là aussi, c'est pas nouveau, elle a mauvaise presse depuis Platon. Platon disait pique-pendre de la rhétorique et des rhétoriciens. Et elle a, pour des raisons historiques variées, elle a pris souvent l'image de la manipulation, du beau parler pour ne rien dire, etc. La rhétorique, c'est, rappelons-le, depuis Aristote, la science, ou l'art, on va dire plutôt, de l'argumentation. Donc, à partir du moment où c'est l'art de l'argumentation, je pense qu'il n'y a guère de danger avec la rhétorique, il y a plutôt un danger avec l'absence de rhétorique. Alors, si on parle maintenant de la technique du discours, il est sûr que les populistes ne sont pas mauvais en technique du discours, et en France, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon sont certainement parmi les meilleurs orateurs de la classe politique. Je veux dire que la concurrence n'est pas très rude. Bon. Mais cette rhétorique-là peut être contrée par une autre rhétorique, ce que j'appelle un contre-discours, dont justement il faut déplorer l'absence criante en France, comme d'ailleurs on peut en déplorer l'absence criante aux États-Unis. C'est-à-dire que le contre-discours contre Trump, on va dire, a été particulièrement mauvais. Et ceci explique cela. Rhétorique entendue au sens vrai, au sens noble, hein, c'est-à-dire l'art de l'argumentation, me paraît, alors vous le savez, j'enseigne à Sciences Po, j'écoute assez souvent les discours politiques tenus, et je m'aperçois qu'en effet, l'argumentation est certainement ce qui est
de plus en plus faible dans le débat public. On a une argumentation essentiellement, comme on dit, ad hominem, c'est-à-dire contre la personne. Je pense que l'actualité le montre assez bien. Et on a très peu d'argumentation sur le fond, et une argumentation souvent très peu variée. Je suis frappé, par exemple, par le fait qu'on a une argumentation essentiellement morale. Machiavel rigolerait beaucoup à nous écouter disserter sur la politique. Donc, je crois que là, travailler cette argumentation, travailler évidemment la formulation qui la résume, est un manque criant dans nos démocraties et dans notre éducation. Et il faut toujours le dire, depuis la naissance de la rhétorique, la seule alternative à l'argumentation, c'est la violence. C'est-à-dire que si vous n'argumentez pas, si vous oubliez la rhétorique au sens noble, eh bien il vous reste les points et P-O-I-N-G-S et cette violence qui, comme par hasard, devient de plus en plus prégnante dans nos sociétés, en même temps que l'argumentation, elle, décline.